vais parler de la précarité dans la rue. Donc déjà, je commençais par me présenter, même si je ne suis pas là pour parler que de moi. J'ai envie de faire un sujet assez général sur plusieurs aspects de la vie dans la rue. Bon, je commence quand même par me présenter. Donc moi, c'est Agathe. Je suis tombée à la rue en octobre 2015, donc ça fait 4 ans. J'ai réussi 2 fois à m'en sortir. Une fois après la mort de ma mère et une fois il y a quelques mois. Et là, j'ai reperdu mon logement alors que j'ai un travail. Donc ça fait 2 ans que j'ai mon chien. Donc ça m'aide beaucoup dans un premier temps à avoir envie d'avancer, avoir envie de m'en sortir. Dans un second temps, ça me pénalise énormément. Et j'y reviendrai plus tard par rapport aux hébergements en fait. Et surtout à Paris, dans cette grande ville où il n'y a pas beaucoup de places d'hébergement, que ce soit pour les femmes, pour les hommes aussi d'ailleurs, et surtout pour les femmes avec animaux. Donc voilà. Je voulais commencer par les différents aspects de vie dans la rue. Donc déjà, il y a les gens qui veulent s'en sortir et ceux qui sont bien dans la rue, et ça, il faut le savoir. Certaines personnes ne sont pas bien dans notre société parce que la société, tout le monde l'a souligné, a ses torts, ses travers, et au bout d'un moment, on essaye, on va faire des rendez-vous, des institutions, blablabla, et au bout d'un moment, les gens, ils lâchent l'affaire, ils en ont marre, et ils préfèrent rester marginaux plutôt que d'essayer de s'insérer pendant des années, des mois. Et moi, c'est vrai que pendant 2 ans, j'ai été un peu comme ça, à essayer de m'en sortir, puis à lâcher l'affaire, aller voyager, puis re-essayer de m'en sortir, puis relâcher l'affaire, puis voyager. Et j'ai des amis qui n'essayent plus du tout et puis qui vivent comme ça. Moi, là, depuis 2 ans, 2 ans et demi, je suis dans une phase de ma vie où j'essaye que de m'en sortir. J'ai quasiment plus du tout voyagé. Quand on est à la rue, on a tout type de choses qui nous arrivent. Tout est de l'imprévu, on est en mode survie. Si ça va mal dans la tête, ça va mal dans le corps. Et ça, c'est très important parce que si le corps ne suit pas, on ne peut pas survivre, on ne peut pas s'en sortir. Donc voilà, il y a 2 modes de vie. Je zigzague, mais voilà. Il y a 2 modes de vie. Il y a celui où tu t'en remets à demain, tu es libre, mais en même temps, tu ne sais pas comment faire. Et un autre mode de vie où tu es un peu moins libre, dans le sens où tu t'accroches à tout ce que tu peux. Et là, tu trouves plein d'astuces pour essayer de t'en sortir. Donc, par exemple, pour les vêtements, il y a plein d'associations où on peut récupérer des vêtements. La nourriture, il y a des maraudes. Moi, je ne suis pas très adepte des restos du cœur et tout ça, même si ça m'arrive d'y aller. Donc moi, je suis plus sur les maraudes de tout type d'associations que des fois tu rencontres, qui viennent donner à manger, et les invendus. Les invendus, donc des restaurants et des magasins. Ça, les invendus, les associations et tout le monde s'en sert pour pouvoir survivre. Ça, c'est la survie. Après, pour réussir à vivre, il n'y a pas que ça. Il faut réussir à trouver un logement et un travail. Donc, sans logement, sans hébergement, on tombe sur des gens. On est 24/24 confrontés aux gens. Alors, il y a des cons partout, tout le monde le sait. Donc, entre les gens qui sont stupides, les gens qui sont méchants, les gens qui sont alcoolisés, etc., on a 2 à 3 galères par jour avec des gens. Donc, ça peut être des gens qui te parlent mal, des gens qui essaient de t'agresser. Je me suis fait voler mes papiers et mes affaires un nombre incalculable de fois. Donc, essayer de trouver un logement ou un hébergement, c'était une priorité pendant un long moment. Et c'est une priorité pour tout le monde, je pense. Même ceux qui n'ont plus trop envie de s'en sortir, ils prennent au moins une tente. Donc il y a plusieurs types de mise à l'abri. Il y a déjà les camps. Donc on peut faire des camps. Enfin, moi ou d'autres personnes que je connaisse, on prend des tentes. On va soit dans un coin de rue, soit
soit carrément, par exemple, au bois de Vincennes où j'ai eu 3 camps. Et on plante nos tentes et au moins on a un endroit où laisser nos affaires, même s'il y a un risque qu'elles soient volées, et pouvoir aller vadrouiller la journée pour trouver la nourriture, pour aller se laver, pour aller chercher du boulot. Il y a les squats. Alors les squats, c'était cool avant. C'était vraiment cool avant parce que la seule difficulté était de trouver le squat. Et après, essayer de mettre l'électricité si on voulait être propre. Et puis de tenir les gens, parce que bon, des fois, il y a plein de monde qui se ramène et puis après, ça part un peu en cacahuète. Mais là, depuis novembre dernier, on a une jolie loi dont nous a parlé la loi Elan. Voilà. Du coup, cette jolie loi interdit les squats. Il n'y a plus de trêve hivernale, on ne peut pas prendre un endroit abandonné qui ne sera pas utilisé pendant 10 ans pour juste dormir. Ça n'existe plus. On se fait virer par la police. Si on n'obtempère pas, on se fait frapper. Et troisième type de toit sur la tête. Il y a les amis aussi qui peuvent héberger, mais moi j'en ai pas trop. Et après, c'est un peu compliqué quand on est à la rue. On a de moins en moins d'amis, on a de moins en moins de fréquentation. Et du coup, il n'y a pas trop d'amis qui vont te dire hey, viens à la maison ce soir. Enfin, ça m'est arrivé genre 10 fois en 4 ans. On me dise tu passes une soirée à la maison. Donc je parle même pas de ce type d'hébergement-là. J'ai passé au centre d'hébergement d'urgence, CHU, centre d'hébergement de réinsertion sociale, CHRS, hôtels sociaux, tatata. Alors, dans les autres villes, je ne sais pas. J'ai pas essayé de m'en sortir dans d'autres villes. J'ai simplement essayé de trouver du boulot à Montpellier une fois, et j'avais mon squat. Mais quand j'ai essayé de m'en sortir, j'étais à Paris, toujours. Alors, les centres d'hébergement sont gérés par le 115. Le 115 qui fait des demandes SIAO. Alors, SIAO urgence, SIAO famille, SIAO femmes battues, SIAO ce que vous voulez. Mais il y a des priorités. Donc, quand on est une jeune femme, en tout cas, on passe loin derrière plein de types de personnes. Surtout les gens qui ont un ou des enfants qui passent en priorité, et c'est pas grave en soi. C'est juste qu'en tant que femme jeune en plus, on n'a pas trop de chance à Paris, hein, ailleurs. Donc les centres d'hébergement, etc., c'est compliqué pour plein de jeunes parce qu'ils n'ont pas de famille. Parce qu'ils ont des animaux. Pendant que j'ai un animal, il n'y a plus... En fait, quand on est déjà un homme et qu'on a un animal, on peut avoir la chance d'un jour avoir une place dans un centre, quelque part. Mais quand on est une femme, ça n'existe pas. Parce que les femmes à la rue n'ont pas de chien. Faut le savoir, hein. L'État et tout. Non, nous, on n'a pas de chien. Nous, on est toutes seules. Ça n'existe pas. Bien évidemment, vu que j'ai 4 amis aujourd'hui qui squattent avec moi. Il y en a une qui a un chien et 2 chats, une qui a un chien et l'autre qui a 2 chiens. On est 4. Ah oui, il y a Mel aussi, donc elle a un chien. Voilà. Donc on est 5, on a tous des animaux, mais on n'existe pas, en fait. Du coup, il n'y a pas de place pour nous. Voilà. Ensuite, il y a trouver du travail. Alors, du coup, j'ai quand même cherché du travail sans logement. Logique, parce que je me suis dit que si le logement ne venait pas, avec le travail, le logement, il allait venir. Donc je suis passée de petit boulot en rien, en petit boulot en rien. Pourquoi? Parce que déjà j'ai galéré à trouver mon premier petit boulot. Parce que faut déjà faire le CV, avoir un truc à mettre dedans. Alors quand tu sors du lycée, il n'y a pas grand chose à mettre dedans, hein, évidemment, à part que tu as fait ton petit diplôme de secourisme. Donc faire un CV, aller dans des assos, réussir à les imprimer en x1000, les déposer partout, tout en sachant qu'il faut avant ça être allé au bain-douche tous les matins, avoir... Il y a tout plein de galères hein, avec les bains-douches, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ensuite, il faut avoir des vêtements propres, être coiffé, être nana et avoir le temps d'avoir fait la manche pour avoir mangé. Donc en fait, parce que sinon, soit t'es sale, donc ça sert à rien, soit t'es mal habillé, donc ça sert à rien,
soit tu n'as pas mangé, donc tu vas pas être ouh, tout va bien dans ma vie, devant le mec à qui tu vas donner le CV, et personne ne te rappelle jamais. Parce que maintenant, tout se fait sur Facebook et Internet. Parce que ça, tu le sais pas quand tu es à la rue, vu que tu penses que, en fait, il faut aller déposer des CV comme il y a je ne sais combien d'années, parce que tout le monde te dit, bah, va déposer des CV. Ah bah d'accord, j'y vais. Ah, mais c'est plus comme ça qu'on fait dans le monde d'aujourd'hui. Eh ben, on ne me l'avait pas dit. Donc, j'ai mis du temps à... Voilà. Et puis, donc, j'ai eu... à un moment donné, j'ai eu un appart après la mort de ma mère. Donc là, j'ai passé un entretien téléphonique pour être recruteur donateur dans les associations caritatives. Donc j'ai été embauchée pendant 5 semaines. C'était génial, un peu fatigant, un peu difficile à gérer parce que j'avais ma chienne, mais c'était cool. Et j'ai eu de la chance d'avoir un gros salaire à ce moment-là parce que je suis tombée malade juste après. Donc je suis tombée malade, j'ai eu plein de choses. Donc pour mon expérience, quand je suis retombée à la rue parce que j'avais plus de quoi payer l'appartement, je suis partie à l'hôpital, j'ai eu machin, je suis retournée dans un camp et j'ai recherché du boulot et donc j'ai pensé à Facebook. Donc on arrive parfois à trouver des petits boulots à la con de serveur, sauf que là encore, bah au bout d'un moment, l'employeur devine que tu n'as pas de logement, donc il te carotte. Et oui, donc j'ai été employée en tant que vacataire sans signer de contrat, je ne sais même pas si un jour j'aurais dû en signer un. J'ai même fait une journée de 10 heures d'affilée parce qu'au dernier moment il m'a dit tu me remplaces nana. J'ai touché en 3 semaines 280 € et quelques. Voilà, c'était cool et je me suis fait virer parce que j'avais pas répondu au téléphone, parce que j'avais pas de batterie pour le charger. Ouais, c'était cool. Et du coup, bah oui, parce qu'il faut aussi avoir le temps d'aller charger son téléphone, parce que sans téléphone, il n'y a pas de vie professionnelle. Et oui, et c'est le 21e siècle, c'est trop bien. Voilà, en fait, moi j'ai eu une chance là d'avoir un travail, concrètement. Il y a une association qui a ouvert un centre d'hébergement. J'ai découvert cette association et au bout d'un mois, j'ai fait du bénévolat. Pourquoi? Parce que déjà, je fumais beaucoup. Et je voulais arrêter de fumer. Deuxièmement, je voulais me sentir utile et arrêter de rien faire vu que j'avais pas de boulot. Et que ça commençait vraiment à me déprimer, de ne pas réussir à m'en sortir. J'en avais marre, je voulais faire quelque chose de ma vie. Troisièmement, parce que j'avais le droit à un ticket resto par demi-journée. Alors, un ticket resto dérisoire, mais c'était quand même mieux que d'aller faire la manche. Parce que le regard des gens quand on fait la manche est méprisant. Les gens nous jugent, nous parlent de notre famille. Ils ne connaissent pas l'histoire qu'il y a derrière. Ils nous disent « va trouver du travail » alors que ça fait des mois qu'on en cherche. Et vos parents, eh ben, si je pouvais, j'y serais. Logique, il fait 7 degrés. Enfin voilà, les gens ils sont un peu... ils te regardent avec dégoût. Et le pire c'est le « non désolé ». Je tape dans la poche et on entend les pièces. Ça, j'adore, tous les jours. Voilà, et au bout d'un moment, j'étais contente du coup de pouvoir faire du bénévolat et éviter un temps de manche, moins fumer et me remettre dans la dynamique. Parce que quand tu es en mode survie, tu as une dynamique différente. C'est-à-dire que tu es tout le temps fatigué, mais au moins tu te lèves à 11h. Tu dors mal parce qu'il y en a qui font du bruit, mais tu peux dormir une demi-journée. Se remettre dans la dynamique, c'est quand même compliqué et c'est très fatigant aussi. Parce qu'il faut se lever le matin, avoir des responsabilités. Si tu veux dire un truc, eh ben, tu le dis pas. Parce que concrètement, moi dehors, il y en a un qui me fait chier, je l'envoie chier. Hein. Il n'y a pas de problème. Là, j'ai un supérieur hiérarchique ou quelqu'un... eh ben non. Et ça fatigue, en fait. Ça fatigue de se taire, là. Bon, bref. Mais ça va, parce que le bénévolat, c'était cool quand même. Mais il faut apprendre à reprendre un rythme, à se canaliser, à être droit et rentrer un peu dans le moule. Que quand ça fait, moi, pour ma part, 4 ans que je n'ai pas réussi à rentrer dedans, à part pour 5 semaines ou 3 semaines de service, c'est dur. J'ai eu une chance de pouvoir travailler dans l'association dans laquelle j'ai été bénévole.
enfin, vraiment, je veux exprimer que ça, c'est difficile sans toit sur la tête fixe, ou sans toit sur la tête tout court, réussir à obtenir un job. Bon. Je veux aussi revenir sur les centres d'hébergement avec les chiens. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, dans le sens où, dans ma vie, à moi, et dans la vie de beaucoup de personnes que je connaisse, le moment où on a envie de s'en sortir et on n'y croit plus du tout, on est déprimé, on fait que passer son temps à rien foutre et au pire à faire un peu de manche et aller faire les invendus, le moment où on a envie de reprendre sa vie en main, de décider, de faire des choix, hein, et voilà, de s'en sortir par soi-même et de croire en soi-même, parce qu'on n'y croit plus du tout à un certain stade, il faut reprendre confiance en soi, recroire en soi. Et ben c'est le moment pour la plupart des gens que je connaisse et pour ma part où tu as ton chien. Parce que ton chien, tu veux pas le foutre dans la merde, tu veux qu'il ait ses croquettes, tu veux lui offrir une vie digne. C'est comme un enfant, même si les gens se foutent souvent de ma gueule quand je dis que ma chienne c'est ma fille. Ma chienne c'est comme mon enfant, elle est juste pas sortie de là. Sinon, c'est la même chose. C'est un enfant dans son comportement, dans ses besoins. Elle ne peut pas se débrouiller toute seule. Et je l'aime comme si c'était mon enfant. Quand on acquérit ce chien, on a encore plus envie de s'en sortir, de se débrouiller. Et c'est là où les portes vont encore plus se fermer, étant donné que les centres d'hébergement ne veulent pas de chiens. Alors, il y en a un petit peu. Vraiment un tout petit peu, ils sont saturés. Et pour les femmes, il n'y en a pas. Alors, il y a pour les familles. Pareil, SIAO, machin, famille, chien. Saturés, autant que pour les hommes, mais ça existe. Femme, seul, chien, ça n'existe pas. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure un truc, c'est que quand on est jeune, très jeune, qu'on ne connaît pas le monde du travail, on ne connaît pas ses droits. Hein, parce que c'est pas parce qu'on est français qu'on connaît ses droits. Au contraire, à l'école, on nous apprend pas tout ça. On nous apprend que Louis XIV, nanana. Mais on nous apprend pas qu'on a droit à des choses. Et concrètement, moi, quand je suis arrivée dans la rue, 17 ans, pas de RSA, pas de travail, pas de chômage. Enfin... Du coup, j'ai le droit à quoi, moi? Donc, je vais voir des assistants sociaux, nanana. Cool, on va faire une demande de SIO. Ah, super. Et sinon, j'ai le droit à quoi? Ah, bah, rien. Ah, vous êtes sûr? Oui, vous n'avez pas... Et en fait, c'est en cherchant que je me suis rendu compte que j'avais pas le droit à grand-chose, mais j'avais au moins le droit à des 2-3 petits trucs qu'on ne me dit pas. Pareil, alors pendant 7 ou 8 mois, j'étais dehors et on ne m'avait pas parlé du 115. Le 115, le SAMU social, le truc que tu appelles, même si tu n'as pas de puce ou de crédit, tu as juste un téléphone. C'est comme le 17, le 18 ou le 15. Tu appelles le 115, normalement, tu attends 2 heures avec une musique horrible que tu as envie de casser ton téléphone. La plupart du temps, on te dit que le réseau est saturé et qu'il faut rappeler plus tard. Mais au bout d'un moment, sauf si dépassé 2 heures, ton téléphone raccroche automatiquement, tu tombes sur quelqu'un qui est censé t'aider à trouver un hébergement pour la nuit. Et ça, on en a parlé 8 mois plus tard. Et alors, le 115 fait désespérer plus qu'autre chose, parce que alors, donc, tu passes la journée où tu pourrais faire la manche, aller au banc de douche, trouver du travail, à téléphoner à un numéro qui ne te répond pas. Au final, que la personne prenne tes coordonnées et tout, et te dise oui, d'accord, donc on vous rappelle, ou vous nous rappelez à 19 h et on vous dira si on a trouvé quelque chose. D'accord, ok. Je rappelle à 19 h. Oui, en fait, on n'a rien. Ah, cool, merci. Donc j'ai passé la journée à avoir faim, à être sale et à pas trouver de boulot pour rien. D'accord, cool. À demain, vous nous rappelez, peut-être qu'il y aura quelque chose. Donc bon. Voilà. Et donc depuis que j'ai un chien, j'ai eu le droit une nuit par le SAMU social. Où en fait l'association qui a réussi à m'héberger vite fait avec mon chien
pendant un temps, avant qu'il y ait des longues péripéties, puisse plus m'héberger, a fortement insisté pour qu'un centre qui s'appelle Romain Rolland accepte ma chienne qui a été du coup enfermée toute une nuit dans une chambre et où j'avais à peine le droit de la sortir dehors, a pu être admise donc cette nuit-là et ça n'a jamais été renouvelé et renouvelable. Donc voilà. Je regarde vite fait si je voulais parler d'autre chose. Oui, une dernière chose et après on se questionne et tout et tout. Moi je suis arrivée donc à Paris et c'est la même problématique pour tout le monde, sans logement, en essayant au début de m'en sortir, etc. La première chose qu'il faut faire, sachant qu'on vous vole vos papiers, que vous n'avez plus de carte d'identité, voilà, il n'y a plus rien, il faut prouver son identité, on ne sait pas trop comment faire, il faut une adresse. Une adresse, tu sais, le truc, parce que sinon tu n'as droit à rien du tout. Hein. Pour avoir un travail, il faut une adresse, pour recevoir du courrier, pour avoir une sécurité sociale, il faut une adresse. Enfin, il faut toujours une adresse pour vivre dans cette société. Donc, il faut une domiciliation administrative. Voilà. Donc, elles sont saturées. C'est cool. Là, j'ai réussi à en avoir une, c'est génial. Aurore, qui a débloqué encore plus de possibilités de domiciliation, a pu m'en donner une. Par contre, au début, je suis allée en PSA, je suis allée dans des assos, je suis allée à droite et à gauche, et mes amis aussi, pour ne pas avoir de domiciliation, donc pas entamer de démarches pour avoir la sécu, pas refaire la carte d'identité alors qu'on peut même pas prouver qu'on est nous-mêmes, et blabla, blabla. Donc au bout d'un moment, j'ai dû payer une domiciliation administrative de 30 € par an, alors que je faisais la manche pour manger. Et donc en fait, je voulais aussi juste expliquer, sans que ce soit très clair, je suis désolée, que quand on n'a rien, même pas le toit ni le travail, les papiers, c'est compliqué. Et sans les papiers, le toit et le travail, on les a pas. Voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai eu la chance de travailler, mais j'ai pas de logement. J'ai eu un logement, mais le bail était terminé et pas renouvelé, donc j'ai plus de logement. J'ai mes 3 fiches de salaire, youpi, mais j'ai un chien, donc propriétaire pas trop d'accord, ça. Et le pire dans tout ça, c'est du coup que en 4 ans, j'ai pas eu l'occasion, parce que j'avais pas de revenus, de faire une déclaration d'impôt. Et en plus d'avoir un chien et que les gens ils sont pas contents parce que j'ai un chien, avec mes fiches de salaire, j'ai pas de déclaration d'impôt. Et donc il faut maintenant que j'aille me faire une déclaration d'impôt pour pouvoir essayer de trouver un logement, enfin bon, bref, voilà. Voilà, je voulais juste essayer de vous expliquer, même si j'ai pas tout dit, la difficulté de quand on est vraiment dans la rue et qu'on n'a pas trouvé une solution d'hébergement, de se remettre dans la société qui en plus on n'aime pas trop mais qu'on est obligé.